Bonjour, Madame Élisée Oudia. Le tout nouveau cordon. Ben, merci, j'ai dit merci, très flatté de cette marque de confiance de la part de mon président, Moïse Katumbi, de la hiérarchie du parti, notamment les directeurs exécutifs national et de toutes les structures de base qui ont plaidé pour que Moukébaï prenne la direction de Kinshasa. Et aussi merci aux Quinoises et Quinois. J'ai entendu longtemps les Quinois dire si Moukébaï prenait Kinshasa, ça va peut-être changer Là, on vous attend au tournant, quoi. la donne. Oui, mais c'est l'occasion pour moi aussi de dire aux Quinoises et Quinois, c'est fait, Katumbi a entendu votre appel, votre plaidoyer. Il est maintenant temps que vous me donniez le retour. J'attends de Quinois un très très grand soutien. La première chose que je demande aux Quinois, c'est que je le voie faire la queue au siège d'ensemble pour la République pour obtenir la carte de membre. C'est ce que j'attends dans les semaines qui viennent. Il sera beaucoup question dans cette émission de dialogue. On espère, tout le monde, en tout cas la plupart des Congolais. J'ai pas fait un sondage, mais il y a certains, beaucoup, surtout au niveau de l'opposition, qui veulent le dialogue, mais sous quel format, mais aussi, il sera question notamment de l'accord de Washington. On va reparler de tout ça, mais on reste un peu dans Ensemble pour la République, un parti qui avait suscité beaucoup d'espoir. Je sais qu'on a déjà eu à parler de ça, mais aujourd'hui, beaucoup se disent, mais c'est un parti qui est resté un parti de réseaux sociaux, un parti de Twitter, un parti de, même pas de TikTok, de Twitter. Je le reconnais, notre propre parti l'a reconnu. En tout cas, nous avons tiré les leçons de cette léthargie. C'est pourquoi il y a eu l'année dernière à Bruxelles, au début de l'année, au mois de février, il y a eu le conclave. Et le conclave, vous connaissez ses conclusions, c'est qu'il fallait redynamiser, donc travailler à l'implantation. On pensait que ça allait aller vite et qu'on allait voir un déploiement, mais rien. Et à l'adhésion. Mais écoutez, au moment où l'initiative est en quelque sorte confisquée entre les belligérants Kinshasa et Goma, ça ne permet pas à nous, hommes d'idées, de nous imposer. Il faut nous reconnaître cette difficulté-là. Ce n'est pas une excuse, mais nous demandons de nous reconnaître. Bon, vous reconnaissez plutôt cette faiblesse-là. Bon, tant mieux si c'est une faiblesse. Nous allons y remédier. J'ai été nommé pour donc répondre à cette faiblesse-là, y apporter une réponse. Je me suis déjà mis au travail avec ma petite équipe, notamment mes deux adjoints, Madame Solange Mafuta et Simon Boulou, que j'appelle toujours mon frangin. Donc, nous sommes déjà à l'œuvre. Nous avons convoqué déjà ce week-end les consultations. Nous allons entendre tous les animateurs à tous les niveaux et nous ferons le rapport acquis du droit et ensuite nous passerons donc à l'action. Et il ne s'agit pas que de Kinshasa. Et il s'agit de quasiment toutes les provinces, mais avec un axe beaucoup plus appuyé sur Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Donc nous allons le déployer. Et votre parti se retrouve avec certains de ce cadre à l'extérieur du pays. Certains disent, certains ne sont même pas poursuivis. Vous êtes frileux, peureux, comme ça, ensemble. Moi, je crois qu'il va pas. On peut comprendre, autant on peut comprendre pour Katumbi, mais autant certains se demandent. Pourquoi tel ne peut pas revenir au pays pour participer? Pourquoi il se contente de réseaux sociaux au lieu de venir? Non. Le climat est très très malsain et c'est déjà ce que moi je reproche. Il est malsain pour eux, pas pour vous. Vous êtes ensemble. C'est ce que je reproche le plus à Félix Tshisekedi, c'est le rétrécissement des espaces de liberté. D'ailleurs, je sais que j'imagine que si vous avez suivi mes premières sorties comme coordonnateur provincial Kinshasa Ensemble pour la République, notre objectif c'est de faire de Kinshasa le tombeau de la dictature de Félix Tshisekedi. Non, les libertés sont très très réduites, c'est ça le problème. Comment vous en sortez, vous? Comment je m'en sors? Vous êtes libre, vous parlez, vous n'êtes pas arrêté. Je viens d'un emprisonnement de 22 mois. Sans aucun fondement. Je suis un homme en sursis. Je sais que je suis dans une prison à ciel ouvert. Et pourtant, vous n'êtes pas parti en exil. Non, mais c'est un choix. Il y en a d'autres peut-être qui n'ont pas le courage. C'est la peur. Non, pas de courage, effectivement. Pourquoi est-ce que nous ne devons plus travailler plutôt à utiliser les intelligences pour avancer, organiser l'alternative pour que les uns et les autres se succèdent au pouvoir, que continuer à miser sur le courage, sur les oppositions radicales qui doivent tout le temps envoyer des gens dans la rue? Pourquoi cette dialectique-là? Nous devons dépasser ces dialectiques. Nous sommes en démocratie. Allons-y. Une opposition à l'UDPCN, de manière UDPS, vous ne faites plus. L'UDPS, à l'époque, vous avez habitué cette opposition de confrontation. Non, elle a fait cette confrontation pendant 30 ans. C'est pas ça qui lui a permis. Ça finit par payer. Non, ça n'a pas payé. Le pouvoir lui a été donné, offert.
Tout le monde le sait, il n'y a plus de débat autour. Donc, il faut avoir assez d'intelligence pour comprendre comment faire cette opposition-là, parce qu'il faut la faire. En tout cas, Félix Tshisekedi nous y contraint, mais aussi comprendre comment gagner les élections. Parce que vous pouvez faire cette opposition-là pendant les 5 années, vous arrivez à la fin, puisque nous ne savons pas lire, Félix Tshisekedi et les saints savent lire, ils lisent la loi électorale, ils organisent les élections en 7 jours. Alors que la loi dit que les bureaux ferment à la fin de la journée, même où le bureau était ouvert. Et on nous dit que c'est de bonnes élections. C'est là le problème. Il ne faut pas simplement envoyer des gens de la rue. Il faut réfléchir. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous disons que le dialogue est un moment unique. Puisque ce dialogue va nous offrir l'occasion de révisiter pour la première fois les instances clés dans le processus électoral, à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle. On va en parler, mais est-ce qu'aujourd'hui, la difficulté de l'opposition actuelle, c'est pas le fait d'avoir en face quelqu'un qui le connaît trop bien? Non, ce n'est pas ça. Vous appliquez les mêmes méthodes, vous appliquez les mêmes méthodes auprès de quelqu'un qui vous connaît. C'est vrai que nous sommes en difficulté. Mais je veux vous faire une révélation. Depuis que j'étais en prison, j'ai entendu les gens, surtout eux, les spécialistes là de l'opposition, qui pensent que l'opposition est partie avec eux, c'est ça leur idée, que c'était. Ah, ils sont à la fois eux à l'opposition et à la majorité, hein. Une exclusivité à eux. Je les ai entendus parler de l'opposition et à péter. C'est vrai. Nous sommes une opposition à péter. Moi, je le reconnais. Puisqu'ils nous ont mis en difficulté, Félix Tshisekedi et son UDPS et l'Union sacrée ont tué les ferments qui permettent à un groupe politique de s'appuyer sur l'opinion pour prospérer. C'est quel ferment? La confiance. Ils ont si mal géré que nous avons, nous, de la peine maintenant à obtenir du peuple qui croit en nous. Et il vous empêche pas de le ressusciter, hein? C'est le travail que nous faisons, il doit prendre un peu de temps. Et en 7 ans, n'ont fait que détruire et piller. Les Congolais nous disent, vous ferez comme eux. C'est cela la première difficulté que nous rencontrons. Elle est d'ordre psychologique et c'est un grand obstacle. Nous y travaillons. Je crois que d'ici mi-2026, nous pouvons dire que nous avons convaincu le peuple pour qu'il fasse confiance à ses dirigeants. C'est cela la première difficulté. C'est pas parce que Tshisekedi vous connaît bien, parce que la plupart d'entre vous, vous avez évolué avec lui. Il vous connaît. C'est connaître les peuples. Il connaît les hommes et la méthode et les méthodes. C'est pas cela. D'ailleurs, la grande victoire de cette opposition est obtenue sans l'UDPS. Je ne sais pas si vous le savez. Je peux vous en citer une. La victoire de janvier 2015 contre Kabila face à sa fameuse loi scélérate électorale où il voulait postposer les élections, quitte à organiser en priorité le recensement. Nous sommes mobilisés. C'est l'opposition avec Martin Fayoulou et avec Vital Kamerhe et les autres qui sont aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, notamment Jean-Lucien Boussa. Ce jour, quand l'opposition appelle à la mobilisation, l'UDPS émet un communiqué, appelle les Kinois à vaquer à leurs occupations. Vous le savez très bien. Nous avons obtenu une victoire après avoir échoué à la première tentative. Et c'est cela, ce que j'ai dit. Quand viendront ces moments-là de mobilisation, les gens seront surpris. Cette mobilisation n'était pas évidente. L'UDPS nous avait fait défaut. Le premier appel a été lancé quand le débat s'est déroulé encore à l'Assemblée nationale, les avec députés Kengo. de l'opposition ont débarqué avec des sifflets. Cette loi est passée. À l'Assemblée. À l'époque, Kabila et les siens nous ont ri au nez, exactement comme Félix Tshisekedi et les siens aujourd'hui. Exactement. Et c'est quand cette loi arrive au Sénat avec Kengo. Vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez le rôle, la contribution de Katumbi pour la réussite à la deuxième tentative? Quand l'évaluation a été menée, oui, quand l'évaluation a été menée, il s'est trouvé qu'un constat s'est dégagé, c'est que l'opposition avait manqué de moyens. Et les moyens sont partis de Lubumbashi à Kinshasa. C'est ce qui a fait la réussite de ces mouvements. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est ce qui justifie la prison, l'emprisonnement de Jean-Claude Mouyambo. Parce que Mouyambo, c'est lui qui en fait s'est chargé du convoiement des fonds. Et c'est comme ça qu'il a été arrêté. Injustement. Et ces fonds ont permis, et le comble, c'est cela, mon chef, bien de ce qui est à son actif, il ne dit pas tout haut, c'est une qualité, mais en même temps une faiblesse en politique, il faut bien faire les choses et les faire savoir. Donc, ces fonds sont arrivés et l'opposition a réussi à bloquer Joseph Kabila. Et à l'époque, s'il vous plaît, à l'époque, les officines kabilistes, les services d'enseignement, tout le reste, travaillaient comme les services aujourd'hui. C'était quoi l'analyse? Les Kinois vivent au jour le jour, ils ne peuvent pas tenir longtemps dans la rue, et dès que ça crépite, ils détalent. Les gens ont tenu dans la rue pendant une semaine. Quand ça vient, ces mouvements-là, ça ne prévient pas. Continuez à vous endormir, parce que c'est non pas nous qui sommes endormis, nous travaillons.
Et il y a un ferment sur lequel nous appuyons, je ne peux pas dire lequel, pour que Ben Ali parte un jour, qu'il soit chassé du pouvoir en Tunisie, ça a duré 23 ans. Je ne dis pas que nous prendrons 23 ans, mais nous y travaillons. En tout cas, nous, on a opté Vous pour pouvez la compter sur démocratie. Je crois que vous travaillez pour essayer de remplacer ou essayer de briguer la magistrature ou d'occuper les hautes fonctions par des voies démocratiques. Mais nous sommes engagés. Ça va pas être à la Ben Ali sommes... comme en Tunisie, hein. Non, mais attendez, s'il nous faut un jour envoyer 1 million de gens et que nous en avons la capacité en ce moment-là, nous les ferons. C'est un moyen démocratique. C'est démocratique. Nous y travaillons et nous allons y arriver. Il n'y a pas meilleure démocratie que les élections. Mais attendez, envoyez vos milliers de gens par voie électorale. Ceux qui sont au pouvoir n'ont en tête que le rapport de force qu'eux ont construit face aux dictateurs auxquels ils ont fait face. Ils pensent que c'est de cette façon-là qu'il faut gouverner. Alors, c'est ce que je vous dis. Nous y allons. Donc, vous allez appliquer leur méthode que vous décriez d'ailleurs. Bah ouais, vous décriez en même temps que vous voulez refaire la même chose. Non, nous ne ferons pas la même chose. D'ailleurs, là, nous ne ferons pas la même chose. Même au pouvoir, ils sont incapables de réfléchir. Regarde comment ils gèrent le pays. Ils sont incapables. On va parler de ça. Donc, nous ne pourrons pas faire la même chose. Déjà qu'ils sont incapables de réfléchir. Ils n'ont pas de discours. Dans les débats structurants, tu ne le vois pas. Ils ne sont que dans les attaques. Du sommet jusqu'au dernier échelon. Ils ne sont que dans les attaques. Amenez-le dans des débats structurants. Ici, vous verrez ce qu'on va en faire. Ça, c'est le premier niveau. Avant qu'on en arrive à la mobilisation. Ils sont incapables de diriger. Regarde depuis qu'ils sont là. Quels amateurs. Quels amateurs. Et il y a quand même deux choses à mettre à l'actif de ce régime. La gratuité, de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Il y a beaucoup de choses. Et se revêt ce patriotisme qui ne cesse de se... Mike, je suis en face d'une journée. Je ne pense pas que vous allez verser dans la propagande. Non, je verse pas je suis dans les faits. Mais je vais vous répondre. Je suis dans les faits. Quand on parle bilan, ce sont des agrégats. Les agrégats les plus fondamentaux, ce sont les services sociaux de base. Allons-y avec les services de sociaux de base. Je vous réponds d'abord. Gratuité de l'enseignement, chapeau bas à Félix Tshisekedi. Il a eu le courage. Il a dit, je mets le processus en route. Ce n'est pas une création de Félix. C'est une obligation constitutionnelle. Kabila a procédé à une étude et s'est rendu compte que c'était pas le moment. Félix a dit, moi j'y vais. C'est déjà ça, en politique, il faut bien des fois du courage. On peut saluer. Mais le résultat, c'est quoi? Davantage des enfants à l'école pour plus d'idiots. La qualité. Il ne suffit pas de former davantage si la qualité n'y est pas. Est-ce que vous êtes en mesure, vous pouvez accepter, vous, d'envoyer vos enfants dans les écoles officielles? Tous ceux qui passent sur votre plateau ici, envoyez leurs enfants dans les écoles officielles. Nous avons créé des écoles de pauvres appelées gratuité de l'enseignement. Oui, le premier pas a été accompli. Nous applaudissons. Maintenant, quant à la qualité, elle est où? Nous avons des classes de 200 élèves. Vous savez que les classes, en principe, sur le plan pédagogique, c'est au moins 20-30 élèves. Quel enseignant ait la possibilité de suivre chaque élève? Vous avez des classes ici où l'enseignant vient le matin, il se met debout à l'estrade, les enfants sont assis à même les pavés tout autour de l'enseignant, il ne sait même pas faire un pas. Ça, vous formez des Congolais comme ça pour être compétitifs demain dans ce monde ici? Ça, je vous réponds. Vous me parlez de gratuité. Attendez. C'était juste des exemples, on ne fait pas le bilan, c'est pas une émission. Non, ça a été évoqué. Je voudrais quand même. Elle existe où? La plupart des centres qui étaient hospitaliers, qui étaient engagés, se sont rétractés. On ne paye pas. Et d'ailleurs, même quand on a commencé ce programme, bien des rubriques n'étaient pas honorées. Vous arrivez, la pauvre femme enceinte, on dit, par exemple, pour le sang, si vous avez accouché par césarienne, vous achetez vous-même le sang. Mais aujourd'hui, bien des centres se sont déconnectés de ces systèmes-là. Mon collège, je vais les citer ici, plusieurs centres. Et puis, ces projets étaient projets pilotes à Kinshasa. Depuis qu'il a été mis en place, dites-moi, l'extension, c'est où? Il s'est arrêté là. On recevra le ministre de la Santé, il nous en dira un peu plus. Maintenant, les services sociaux de base, c'est l'eau, l'électricité, j'en ai pas chez moi. Je ne sais pas si vous avez de l'électricité chez vous. Moi, j'en ai pas chez moi. Ça fait 3 mois, 4 mois. Hier, j'ai dormi avec un peu d'électricité. Waouh, je crois que c'était une fête chez moi. J'en ai pas. J'en ai pas. Ce sont les produits. Demandez à Félix Tshisekedi à son gouvernement. Combien de mégawatts d'électricité ils ont ajouté. Si je peux lui reconnaître un mérite, c'est la pierre, comment on appelle, la première pierre posée pour la centrale photovoltaïque, posée à Maluku là-bas.
Et c'est devenu comme un monument. Vous êtes dans votre À rôle chaque de- anniversaire, vous êtes on lui vraiment- remet ça. Vous êtes vraiment dans votre rôle d'opposant et tant Merci. mieux pour Merci la beaucoup. démocratie. Je Merci. crois qu'il y a deux thématiques importantes qu'on va aborder, mais on termine avec Katumbi. Vous aviez parlé de l'apport de Katumbi au sein de l'opposition déjà à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui il paye pas le prix de ce côté-là où tout le monde le voit comme comme le bras financier de l'opposition? Et du coup, il a du mal à montrer voilà, son leadership en tant que quelqu'un qui peut diriger le pays. Est-ce qu'on ne vous l'avait pas réduit qu'à ça, bras financier? Mais il a été candidat, comment on l'a réduit qu'à ça? Pour montrer qu'il est allé au-delà de cette caricature, de ce que vous voulez broder là. Il a été candidat. Et il n'a pas réussi justement parce que certains ne voyaient qu'en lui. Non, il a déjà été candidat. C'est que donc, en fait, ce que vous brodez là est déjà à mettre dans le passé. Parce qu'il a été candidat. Non seulement candidat, mais porteur des aspirations de Congo avec des candidats à tous les niveaux, national, provincial, et même au niveau des élections municipales. Nous avons concouru, mais les élections ont été ce qu'elles ont été, avec Denis Kadima, des élections que moi je le suivais depuis ma cellule, c'était un vote à domicile. Ce n'était pas des élections. Nous, Kadima nous a organisé un vote à domicile, des machines ont été distribuées. Donc, Katumbi a déjà fait la preuve qu'il est leader et porteur des aspirations des Congolais. Est-ce qu'il le reste aujourd'hui, quand on ne sait même pas le situer au niveau de la planète? Il se trouve dans quelle partie de la planète? Est-ce qu'aujourd'hui, il incarne un leadership? Vous n'avez pas besoin de les situer. Bah, il nous laisse nous-mêmes ici, nous débrouiller, sans eau, sans électricité, vous venez de dire. Vous n'avez pas besoin de les situer, mais les résultats de ce qu'il fait à l'extérieur vous éclatent à la figure. Comme quoi? C'est quoi ce résultat? Bon, ok. Quand, par exemple, il mène un lobby et que nous obtenons, parce que ça, non plus, les gens ne le savent pas assez à Kinshasa et au Congo, quand nous obtenons la résolution 559 de la Chambre des représentants des États-Unis, qui dit il faut le dialogue et dialogue format CNCO-SCC. C'est un coup médiatique, diplomatique énorme. Qu'est-ce que ça change dans la vie de ces Quinois qui manquent d'eau et d'électricité? Attendez. En quoi cette résolution impacte nos vies? Attendez, si les Quinois manquent l'eau et l'électricité, vous devez en imputer la responsabilité à Félix Tshisekedi. Ce que Katumbi fait, nous considérons que ça impacte la vie des Congolais. Dans quel sens? Nous travaillons à l'alternative. Et ce qu'il a obtenu à la Chambre des représentants participe à cette perspective-là. Demain, d'accéder au pouvoir pour vous montrer qu'il y a bien des Congolais intelligents. Donc, en attendant, est-ce qu'il ne peut pas se dire Katumbi et Ensemble ne peuvent pas d'abord nous montrer leur proposition que ceux qui sont au pouvoir peuvent mettre ça en pratique pour que ça puisse bénéficier à la population? C'est ça aussi une opposition républicaine, responsable. Vous n'allez pas garder ça pour vous jusqu'à ce que vous allez arriver au pouvoir quand même. Attendez. Alors, allez-y leur demander qu'ils nous adressent une requête. S'ils peuvent nous adresser une requête. Mais est-ce qu'ils ont besoin de le faire? Oui. Vous pouvez nous dire, pour qu'on résolve la problématique de l'électricité au niveau d'Ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que tout ce qu'on fait Tshisekedi, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes une opposition de contre-proposition. Ouais. Nous les faisons tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour l'électricité? Avant qu'on attache le dialogue. Ça, c'est pas la question. Bah oui, on peut le dire, mais une opposition de proposition, on fait quoi? Nous les faisons tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait pour l'électricité, par exemple? Non, c'est pas le débat. Je vous avais dit tout à l'heure que c'était pas les débats. C'est pas le débat aujourd'hui. Mais esquissez-nous en quelques lignes, qu'est-ce qu'on fait? Madame. Pour l'eau, pour l'électricité, on fait quoi? Un site comme Inga, convoité par le monde entier. Parce que ce que Félix Tshisekedi voit, c'est que le minerai congolais. Dans cette période fondamentale de transition énergétique, la République démocratique du Congo est incapable de trouver des partenaires qui peuvent injecter des fonds dans un site aussi important. Ça, c'est le constat. Non, mais j'ai dit, non, parce que vous m'avez demandé une contre-proposition. Oui. Nous sommes capables d'amener des investisseurs ici qui vont mettre de milliards, je ne parle pas des millions, 2 milliards dans Inga. C'est un exemple que je vous donne. D'abord, la première chose pour amener des gens, pour qu'ils investissent ici, ce n'est pas d'aller les chercher. C'est cela ce qui manque à M. Félix Tshisekedi. Vous ne pouvez pas aller chercher des investisseurs.
L'argent des investisseurs leur démange les mains. Bon, là-bas, soit Kabango. Ils cherchent des niches pour placer cet argent. Quand vous créez des conditions, les gens viennent. Les gens ne viendront pas dans un pays corrompu comme celui-ci. C'est qu'il faut commencer. Il faut commencer par là-bas. Ce pays est corrompu. La justice n'existe pas. Vous parlez aujourd'hui d'un contrat, les Américains vont venir, mais les Américains étaient On attaque ici. directement Freeport. Les Américains non, on commence, on attaque parce qu'on parlait de minerais. Ils ont vendu leurs actifs aux Chinois. Vous allez, mais il y a une vous permettez que je vous pose la question puisqu'on va tout de suite attaquer. On commence par ce contrat. Laissez-moi y aller ce contrat, je vous pose la question. Et vous allez y aller, puisque vous abordez déjà cette problématique des Américains qui vont venir. Sur fond de ce contrat, de cet accord de Washington entre la RDC, le Rwanda, mais aussi les États-Unis, vous déjà en tant que... comment avez-vous jugé? Première chose, il faut dire la vérité aux Congolais, il ne s'agit pas d'un accord, il ne s'agit pas d'un contrat, d'une convention. Il s'agit d'un mémorandum d'entente. C'est une sorte de boche. Hein, ça trace les cadres de la coopération future. Et ce n'est pas une convention qui a créé des droits et des devoirs des parts et d'autres. Les Américains ne nous ont pas dit combien d'argent ils investissent, dans quel secteur précisément. Non, non, non. Cet accord crée un cadre. Hein, trace les cadres de la coopération future. Nous devons coopérer, nous allons collaborer. Voilà dans quels termes nous allons collaborer. Nous viendrons dans le secteur de l'électricité, de l'énergie, des infrastructures. Des mines, surtout. Des mines. Et en retour, vous devez adapter vos lois, ainsi de suite. C'est une bonne chose aussi. Non, non, attendez d'abord, ce n'est pas un accord d'abord. Mettons-nous d'accord. OK? Arrêtons de tromper le Congolais. C'est un mémorandum d'entente. Ça trace un cadre pour la coopération à venir dans les 6 mois, dans les 12 mois. On ne sait même pas quand ça va être matérialisé. Mettons-nous d'accord d'abord là-dessus. Donc, il y a encore à faire. Il faut que la République démocratique du Congo adapte ces lois, ce qui est inadmissible. Nous sommes souverains. Nos lois dans les secteurs miniers ont été édictées selon nos intérêts. Nous irons jusqu'à retoucher notre code minier. Si c'est ainsi. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas plus avantageux pour nous d'avoir un partenaire privilégié américain? Non, nous ne l'avons pas encore. Mettons-nous d'abord d'accord. Mais c'est un bon début. Non, non, on l'avait perdu depuis l'époque de Kabila. Allons-y. Ce n'est pas encore un accord. C'est un mémorandum d'entente. Ça doit être clair. Ceux qui sont intelligents. Mais c'est un bon début. Qui me suivent savent qu'il s'agit d'un mémorandum d'entente. Deuxième chose, là où il faut encore émettre une réserve, il ne s'agit pas d'un accord entre la République démocratique du Congo et les investisseurs. C'est avec le gouvernement américain. Ce n'est pas le gouvernement américain qui viendra investir ici. Il faut mettre un bémol là-dessus. Ce sont les investisseurs qui... Mais ça a été dit et redit. Attendez, madame, c'est eux qui apprécieront. Ils étaient ici, Freeport était là, Freeport est parti. Regardez ce qui s'est passé. Freeport, c'est l'ancien Tenke Fungurume. Tenke Fungurume a vendu ses actifs aux Chinois, qui sont le premier concurrent en ce qui concerne les minerais critiques à travers le monde. Mais ils ont vendu aux Chinois. Regardez ce qui se passe au Venezuela. Il y a eu ce qui a été réservé comme sort à Maduro. Et puis Trump s'est tapé la poitrine pour dire « je veux le pétrole vénézuélien ». Il a fait venir les majors, les 12 avec Exxon et Chevron à la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'il y a eu comme conclusion? Tous sont frileux. Nos actifs ont été saisis là-bas plus d'une fois. Nous n'irons pas. Le pétrole vénézuélien est très lourd et donc il coûte plus cher à exploiter. Il faut 100 milliards pour restaurer, réhabiliter les infrastructures pétrolières. Ça, les investisseurs prennent ça en compte et non les politiques qu'est Donald Trump. Donald Trump, il signe, mais après les investisseurs apprécient si les conditions sont réunies. Mais là, on a déjà des investisseurs américains qui ont apprécié. Vous avez Cobalt qui est là et qui commence déjà à investir. Attendez, non, n'allez-y pas si vite. De toute façon, façon, je vous présente des faits. Cobalt ne vient pas dans le cadre de ces partenariats parce que ces partenariats-là, lui, n'est pas encore mis en route. Il demande la mise à niveau de nos lois. Cobalt n'est pas venu dans ces cadres-là. Les carrés miniers qu'on a donnés à Cobalt. On continue. Non, c'est pas dans ce cadre-là. Parce que je vous dis qu'il n'y a pas encore d'accord, il s'agit d'un mémorandum d'entente. Allons-y. OK, on avance. Les Américains disent qu'ils viendront dans le secteur minier. Vous savez, quand Katumbi l'a dit, tout le monde a crié au scandale, et puis après, la mousse est retombée, on a donné raison à Katumbi. Katumbi a dit, il y a des minerais, mais plus de mines. Les gens ont dit, non,
il fait la contre-campagne, il n'aime pas le pays. Non, il n'y a plus de mines certifiées. On ne sait pas dire que là-bas, il y a 10 millions de tonnes de cuivre. Il faut commencer par l'exploration. Même quand on dit permis d'exploitation, mais c'est pour aller dans l'exploration. L'exploration vous prend combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans. Au bout d'une exploration, on peut se dire que non, la teneur et la quantité de minerais contenus dans ces réserves-là ne nous permettent pas d'investir. Nous ne gagnerons pas grand-chose. Donc on est encore dans l'aléatoire. Dans l'aléatoire. Et regardez, les Américains, quand ils parlent des secteurs dans lesquels ils vont investir, ils vous parlent d'Inga. Ils en parlent superficiellement comme ça. Ils avaient déjà évoqué Inga. Dans l'entretemps, la Banque mondiale est là-dessus depuis des années. Ça ne marche pas. C'est pas mais toujours ils parlent quand même fréquemment de Lobito. Ils parlent encore de Lobito. Or, Lobito, c'est l'initiative angolaise. Vous avez vu que quand Biden est arrivé ici, il a débarqué à Luanda et Félix Tshisekedi a dû faire les déplacements là-bas. Lobito, ça nous concerne en quoi? C'est l'Angola qui est le patron du projet. Et encore, mais les minerais partiront de chez nous. Hein? C'est ce qui est grave. Qu'on applaudisse un projet qui, stratégiquement, nous ne nous profite pas. Mais ça va développer, ça passera par nos routes, le chemin de fer passera par nos villages. Pourquoi vous êtes comme vous êtes? Non, attendez, mais la majeure partie de cette voie ferrée va passer en Zambie et en Angola. Donc les minerais vont quitter là-bas, Kassombale, ça puis Zambie. Pourquoi pas que la RDC travaille à obtenir? Nous aurions dû commencer ça depuis Kabila. Nous ne l'avons pas fait. Déjà, notre problème, comme stratégiquement, nous ne savons pas comment marche le monde. Toujours ces projets qui est pourtant fondamental pour nous, des ports en eau profonde, nous n'arriverons pas à le matérialiser. Donc nous allons avoir un projet en port en eau profonde pour que nos minerais viennent du Katanga, passent par Kinshasa. Vous voyez ce que ça va produire comme effet induit. Et puis port en eau profonde des bananas. Non. Zambie, Angola. Et on applaudit. Nos dirigeants nous disent que c'est un bon projet pour le pays. Et donc nous, notre port en eau profonde va entrer en concurrence avec Luanda qui profite de l'exportation de nos minerais. Ben dis donc, c'est comme ça qu'on réfléchit ici. Vous comprenez un peu? Et quand on dit donc Lobito, rien ne va. Lobito, Rien attendez, ne va je suis encore tout. dans l'accord, Oui. le fameux accord. On parle là-dedans de Lobito. C'est flou, Lobito. Qu'est-ce qu'ils vont finalement déterminer comme notre implication et quelle sera notre part à nous à gérer dans ce contrat? C'est pas encore déterminé. Le ministre de Finances est parti pour plaider pour que un volet de 500 millions de dollars, si je ne m'abuse, soit au moins alloué à la RDC. Il n'y a pas eu de réponse. On va plus loin. Les Américains parlent aussi des Ruzizi. Mais Ruzizi est déjà prise en charge dans le cadre d'intégration économique régionale. Vous voyez que ça va dans tous les sens. Donc Ruzizi, rien ne va dans ces accords ou dans ce mémorandum, selon vous, mais accord pour une bonne compréhension. mais vous le verrez. Rien ne va dans cet accord. Vous savez, j'aimerais me retrouver ici avec vous dans les 4 années sur cet accord. Ah, d'après vous, pourquoi avoir signé si rien ne va? Les gouvernements de la C'était République quoi démocratique l'intérêt du Congo du s'est mis gouvernement? en position de faiblesse lui-même. Face à Il qui? n'était pas, face aux Américains, il n'était pas question à Washington de parler économie. Nous y sommes allés pour obtenir un accord de paix avec le Rwanda. Et le gouvernement ici, si je ne peux pas dire Félix Tshisekedi, a pensé que nos minerais pouvaient constituer un appât pour attirer les Américains. Il a mis les minerais sur la table dans le cadre de projets. Et ça, vous n'en parlez plus. Félix Tshisekedi n'en parle plus. L'échec, le gros deal minerais sécurité. Maintenant, on se flatte de l'accord. C'était au départ. En fait, le projet deal minerais sécurité a été dégradé en accord de partenariat stratégique. Dégradé, déstructuré, détérioré. C'est cela, non? C'est cela. Et on arrive là-bas, les Américains trompent comme moment ils se comportent en nous. Ils ont amené leurs minerais. OK. Mettons-les de côté. Ils nous ont poussé à conclure l'accord de paix et même un volet économique avec le Rwanda. Et ensuite, ils ont conclu avec nous ces fameux mémorandums d'entente. Et ils l'appliqueront quand ils veulent. Ils nous tiennent déjà par le bon bout. Ils l'appliqueront quand ils veulent. Ça signifie ceci, qu'ils ne sont pas si pressés de venir exploiter aujourd'hui. Mais ils ont déjà ces documents. Quitte à ce que le Congo obtienne demain des élections transparentes avec des dirigeants qui en sortiront assez responsables pour rééquilibrer cet accord. Et révisiter comme on a fait avec le contrat sino-congolais. J'ai toujours applaudi. Et tout le mérite revient à Tshisekedi. J'ai toujours applaudi. Comme quoi il fait aussi J'ai toujours applaudi, même s'il y a des zones d'ombre dans cette révisitation, mais j'ai toujours applaudi. Aujourd'hui, est-ce que vous direz comme un certain... Et puis cette révisitation n'a pas été bien menée à mon point de vue, parce qu'il ne s'agit que des actifs, mais il fallait aller aussi dans le projet.
Mais il y a de quand même eu révisiter une des projets. révisitation Regardez, qui a on fait est en train de bondir quand construire même. des rocades. Ils appellent ça rocade. Rocade pour impressionner, c'est un périphérique. Hein, c'est ça les termes les plus courants. Comme eux, ils veulent impressionner le Congolais, ils avaient amené ici, saut de mouton, saut de mouton. Maintenant, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien, des éléphants blancs en bouteille dans la ville, ça sert à rien. Bon, alors, ils auraient dû, par exemple, redimensionner les projets rocades. Rocade, une ville de 10 000 km² avec 20 millions d'habitants, avec une forte poussée démographique, il faut aller dans la logique qu'un périphérique, c'est une autoroute. Donc, une voie express, 4 bandes x 2. Il y en a qui sont déjà même à 8 bandes et tout ça, x 2 et tout ça, ailleurs aux États-Unis et en Chine. Ils sont en train de faire des rocades à 2 bandes x 2. Et que nous devons élargir demain quand nous allons, nous, accéder en responsabilité. Pourquoi ne pas y aller à 4 fois de bande? Il fallait aussi revisiter, redimensionner le projet. Reparlons rapidement. Dans le contrat chinois. Dans le contrat chinois, on reparle très rapidement de cet accord de Washington que vous appelez mémorandum. C'est ça la réalité. Est-ce que vous diriez comme l'archevêque de Lubumbashi, le président de la CINCO, c'est de l'hypothèque? Nous avons concédé, ça c'est noir sur blanc, aux Américains, ce qu'on appelle le droit de préemption. Donc pour que nous vendions nos minéraux, ou que ce soit sur le territoire national, nous devons d'abord solliciter l'avis des Américains. C'est quoi ça? Il est dit où? Mais c'est dit là-dedans. C'est dit là-dedans. Allez-y. J'ai lu quand même cet accord. Mais j'ai lu quand même cet accord, je l'ai pas vu. Attendez. Mais dites-moi une citation. Attendez. Si vous voulez, donnez-moi l'occasion dans une semaine, 2 semaines, je vous amène les documents. Mais l'accord est là, les amis. L'accord est public. Oui. Moi, je sais, pour avoir lu l'accord. Nous sommes soumis. C'est un peu comme cette histoire de 99 ans qu'a brandi le président de la CINCO. Allez-y lire attentivement. Je vous dis, nous sommes soumis à solliciter l'avis des Américains à chaque fois que nous décidons de vendre. Moi, j'ai eu à lire. Il est concédé aux Américains ce qu'on appelle le droit de préemption, et ça, c'est très grave sur le plan stratégique. Mike Mukebai. C'est repris dans l'accord. J'ai eu à lire l'accord, à le relire. Mais je vous dis, je n'ai pas vu ça. Je veux encore relire. Vous, à la maison, vous relisez aussi. Oui. Parce que aussi, dans cet accord, on nous a fait croire, toujours par le président de la CINCO, qu'on avait hypothéqué 99 ans. C'est aussi ce qui est faux. Il faut apprendre. Quand c'est faux, il faut le dire. Attendez. C'est bien d'être sur un plateau télé et de dire quand c'est faux. Mais c'est aussi bien de Avant d'être sur un plateau de télé, j'avais lu, hein. C'est bien aussi. J'avais lu avant d'être sur le plateau. C'est bien aussi d'organiser des débats pour que les Congolais obtiennent des informations sur ce qui est leur revient. Mais quand c'est faux, il faut qu'on le dise. Attendez. Je n'ai pas suivi les propos de Fulgence Muteba, mais globalement, je partage ce qu'il a dit, je l'appuie. Tout a été mené dans l'opacité totale. À commencer par vous, la presse. Vous n'avez pas organisé des débats structurant cet accord. Commencez par reconnaître votre responsabilité. À la limite même, comprendre que Muteba se trompe. Maintenant, c'est de notre faute, quoi. Parce que vous n'avez pas assumé votre responsabilité. Quand ça ne va pas dans le pays, c'est la faute de la presse. Je sais. Vous aviez été à ma place, hein. Attendez. Je sais combien la presse souffre ici, elle n'est pas libre. Je sais. Il y a comme un sabot de Denver qui est placé sur la presse congolaise. C'est cela le propre de ce régime. Vous n'êtes pas libre, vous n'allez pas le renier ici. Et on n'est pas libre, on vous reçoit vous. Y a-t-il eu débat? Mais alors. Vous n'êtes pas blacklisté. Attendez, sur un projet aussi important, qui engage l'avenir du pays, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, sur les plateaux de télé. Je peux même pas comprendre que Muteba se trompe. Je peux même. Je dis, entre guillemets. Mais puisqu'en fait, les Congolais n'ont pas eu l'information. Ça ne veut pas dire que c'était anticonstitutionnel. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu opacité, parce que tout a été fait selon les lois. Attendez. Déjà, dans une démocratie, moralement, vous, la presse, vous êtes responsable de porter ces débats-là sur le plateau télé. C'est votre travail. Vous êtes à la quête, à la recherche des informations. Mais je sais que la presse, elle est devenue contre-rendiste. Elle ne fait que des comptes rendus. La presse qui n'ose. Moi, je ne la lis pas. Vous ne pouvez pas la lire. C'est comme ça, quelqu'un explique que les Rwandais sont derrière Steve Wemby et comment il s'appelle? J'ai dit, mais celui-là, il ne comprend rien à la presse. Ces gens-là, ils font un effort pour être crédibles. Et après, entre guillemets, s'ils peuvent passer la manip, ils peuvent la passer. Aujourd'hui, ce matin, quand les gens se réveillent, tout le monde est sur le compte
de Steve Wimby. Il nous informe sur ce qui se passe à Luanda. Depuis le matin, je n'ai lu aucune information chez les journalistes qui nous ont ici. Il n'y a rien. Steve m'informe. C'est ça sa crédibilité. On va expliquer ça par une magie créée à partir d'une technologie au Rwanda. C'est d'abord sa force. Il a travaillé dans une agence de presse. Il sait ce que c'est l'information. Il la cherche avant que vous lui donniez une coloration. La presse, elle n'est pas libre. Vous n'avez pas fait votre travail. Demandez des excuses. C'est tout. Nous aurions dû ici débattre. Les insignes, c'est à nous que revient la... Vous dites? En fait, moi, je comprends parce que il y a 2 semaines... Je suis un ancien journaliste. Il y a 2 semaines, il y a Mike Mukebai, il y a 2 semaines, sur cette chaise, sur cette place, il y avait le ministre de la Communication et des Médias qui nous faisait la même remarque, mais à l'envers, quoi. C'est-à-dire, on ne sera jamais d'accord. Il nous disait qu'on n'avait pas joué notre rôle, et c'est exactement ce que vous faites au final. Moi, je suis reconforté quand même. Au finish, non, attendez. Il avait dit, il a tenu les mêmes propos que vous, hein. Peut-être pas en citant les noms, mais il a dit pareil. Au finish, que la presse s'assume. Mouyaya qui était ici, lui, chaque matin, quand il se réveille, sa première préoccupation, c'est de savoir comment vous contrôlez. Et vous le savez. Il a affaibli la presse économiquement au point qu'aujourd'hui, il n'existe pas de médias en dehors de ceux qui reçoivent la manne gouvernementale. Déjà, c'est astucieux ça, hein, pour réduire la liberté de la presse. Au lieu d'y aller avec des entraves, c'est beaucoup plus visible, on y va économiquement. Et tous sont traversés. On parlera de la presse. Moi, je vous inviterai. Non, vous appelez, il faut qu'on ait ce débat. Aujourd'hui, on va faire ça. Vous appelez Mouyaya, il vient sur le plateau, je lui demande que ce qu'il fait ne contribue pas. En tout cas, on parlera. Mais déjà, regardez. Chacun d'entre vous. Mike Mukebai, on doit continuer parce qu'on doit parler de dialogue. Je termine. On ne fait pas on ne fait pas le procès de la presse, Mike Mukebai. On le fera dans une émission bien spécifique. Non, c'est tellement important dans le débat que on le fera. Je termine par ceci. Mike Mukebai. Je termine par ceci. Mike Mukebai. On le fera dans une émission. Bien, on ne fait pas le débat de la presse ici. Sinon, on va commencer à faire aussi. Déjà, on ne fait pas le procès, hein. Non, mais si, je vous appellerai. Vous savez que je veux le faire. Quand vous célébrerez la journée de la liberté de la presse. On parlera de la presse et on aura ce débat-là où il sera question de la remise en question de la manière de fonctionner de la presse, des médias, des journalistes ici au pays. Mais là, on parlait de l'accord. Que je sache, la presse n'a pas signé un accord à Washington. Il peut ne pas avoir fait le travail comme il se devait, mais il n'a rien signé. Pourquoi vous le rendez responsable? C'est aussi ça. Non, mais c'est un maillot important. Voilà. Donc, on en parlera. Et vous avez bien dit, moralement, c'est en cela que je la tiens responsable, la presse. Moralement, il y a une responsabilité. Et rassurez-vous, une très grande responsabilité. On n'a pas peur de remettre en question le travail des journalistes ici. On le fera, mais dans un cadre beaucoup plus approprié. On va tout de suite aller parler de dialogue. Vous l'avez tellement demandé que vous avez fini. En tout cas, vous êtes en passe de l'obtenir. C'est une bonne chose. Quand je suis sorti de prison, la question m'a été posée. Ça va faire bientôt 1 année depuis que je suis sorti de prison. Dans 2 mois peut-être. Je suis sorti de prison le 1er mars. Sitôt, j'ai fait face aux journalistes. La question m'a été posée sur l'opportunité du dialogue. J'ai dit qu'il n'y a pas à aimer ou à ne pas aimer le dialogue. Il n'y a pas à les souhaiter ou à les souhaiter ou à ne pas le souhaiter. Je disais que le dialogue s'impose à nous. Là, vous étiez pratiquement commandeur. Non, attendez. Vous avez passé des temps à demander dialogue. Je l'ai dit. Il s'impose à nous. Il s'impose à nous puisqu'il n'y a pas eu de solution militaire. Il n'y a pas eu de victoire d'un camp comme d'un autre. Et donc, même le monde lui-même, la communauté internationale, je crois que vous connaissez sa position là-dessus, tout comme de la communauté africaine et même des organisations sous-régionales, pas de solution militaire pour que cela permette d'aller à une table de négociation, quitte à s'attaquer aux crises profondes de la crise. Ça dure depuis 30 ans. Si jamais un camp prenait le dessus sur un autre, ça sera la justice du vainqueur qui va s'imposer. Et donc, il n'y aura pas d'examen approfondi de cause de la crise. Et je crois que pour la plupart, en tout cas ceux qui sont censés rationnels, partagent cette position, même s'ils devaient en guerre, continuent à croire qu'ils peuvent obtenir. Donc vous êtes parmi les commandeurs de ce dialogue qui en passe. Non. Je suis désolé. Vous avez pratiquement je suis désolé. Non, j'ai dit ceci, qu'il n'y a pas eu de victoire militaire. Et comme il n'y a pas eu de victoire militaire, il n'y a qu'une seule autre issue. Il n'y a pas à la demander. C'est un débat faux. Et puis, j'ai suivi ces débats ces derniers temps. Quémandeur, demandeur.
C'est cela, ce qui bloque de fois, qui pousse les processus à bégayer, des processus de paix ici. Mais oui, c'est aberrant de voir les politiques. Mike Attendez. Moukéba, vous avez responsabilisé les journalistes. On va entrer dans le fond. Comment on peut être dans un pays comme le nôtre, où des politiques avec des morts, avec des tueries, avec des viols, et qu'on se retrouve avec des gens en train de discuter sur qui était quémanteur, qui était preneur, qui était demandeur. On en est là. C'est là où nous réduisent aussi nos politiques. Alors, allons-y. Vous imputez cette responsabilité aux politiques, mais c'est cela la faiblesse du régime Félix Tshisekedi. Une majorité qui ne dit pas mot quand il s'agit des questions structurantes. Elle est dans les basses choses. C'est cela le problème avec ces régimes. Vous ne verrez pas ici, et puis vous ne nous aidez pas non plus, vous ne verrez pas ici des débats autour de quel est le résultat aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement, quel est le niveau de nos enfants. Vous voyez déjà quand ils sortent des humanités, quand ils sont interviewés, vous entendez dans quelle langue ils parlent. On vous dira, c'est pas le français qui fait l'intellectuel congolais, nous avons notre langue. Mais ce n'est pas normal qu'un enfant qui a étudié pendant 12 années en français n'arrive pas à parler français. Non, il a appris en français. Ok, d'accord. Alors, donc, c'est ces gouvernements qui lui-même amènent les Congolais là-dessus. Et vous savez que ce gouvernement, lui, il suit les orientations des réseaux sociaux. La plupart des fois, je remarque que c'est ce qui est dit dans les réseaux sociaux qui reçoit des réponses de la part de Félix Tshisekedi et de son gouvernement. C'est cela le problème. Non, les réseaux sociaux, c'est pas la proximité. Le peuple n'est pas dans les réseaux sociaux. Le peuple, il est dans ses problèmes. L'eau, l'électricité, ça, Félix ne leur a pas donné. Non, n'allez pas chercher le peuple dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quelques individus qui se défoulent là-bas. Alors, vous amenez ces débats des demandeurs. Je vais quand même y répondre, mais c'est une polémique pour moi nauséeuse, nauséabonde. Mais allons-y quand même. J'ai même un mot. Alors, si on doit savoir Luanda qui est demandeur, mais qui a été le premier à se faire recevoir à Luanda le 14 décembre? Félix Tshisekedi. Et par la suite, après cette entrevue entre les deux chefs d'État, João Lourenço, le président angolais, convoque les opposants. Vous croyez que s'il n'avait pas senti la moindre ouverture chez Félix Tshisekedi, quant au dialogue, il aurait convoqué Moïse Katumbi et Joseph Kabila et les autres? Arrêtons là-dessus. Mais il y est allé. Mais je vous pose la question. Ben, attendez, il y va régulièrement, mais on constate qu'après son entrevue du 14, c'est alors que les opposants ont défilé à Luanda. Donc il y a eu un déclic quelque part. Les opposants n'allaient pas appeler pour dire « recevez-moi », pour que je... Il y a eu un déclic. Je ne peux pas dire à quelle date Moïse Katumbi était là, à quelle date, vous savez qu'ils ont fait le déplacement de Luanda après lui. Plutôt maintenant que nous parlions de ces dialogues, pour lui donner un véritable contenu, les gens sont dans les réseaux sociaux. Voilà, on parle de ce dialogue, mais quel format? On n'est plus au stade où il faut savoir qui était demandeur, qui était preneur, qui en voulait. Quel format? Okay. C'est Luanda, c'est Lomé, c'est Washington. On se perd là. Le grand acquis de Luanda, c'est que Félix Tshisekedi a fait une concession. C'est qu'il ne s'agit plus de son dialogue avec des conditions à lui, des invités à son goût comme il les voulait. Non, il a compris et il a concédé l'initiative à une tierce partie. Aujourd'hui, cette tierce partie s'appelle João Lourenço. Ça, c'est acquis. Donc, il n'y aura pas ces Sanko. Ça, c'est acquis. Sanko, SCC, alors, il s'agit maintenant de donner une substance à ces dialogues-là. Et ça, c'est pas facile. Ça nous prendra de mois. Ça, il faut le reconnaître. Nous, ensemble, nous sommes très favorables. Nous y travaillons. Nous encourageons toutes les parties à y aller. Et d'ailleurs, vous savez, nous avons sorti une feuille de route il y a quelques semaines où nous prenions l'engagement de faire le tour de table pour essayer de mobiliser tous autour de ces dialogues. Ça tombe bien et je crois que notre initiative pourra trouver un terrain assez propice dans ce sens-là. Et donc, nous ferons donc ces travaux-là, un parti toujours engagé pour la paix. Et donc, c'est clair, maintenant, nous y allons. Mais c'est le contenu qui va poser problème et qui posera encore problème. On commence par les contenants et rapidement. D'abord, le premier problème, c'est que le mandat de João Lourenço échait, je crois, dans 2 mois. Ce sera un problème, parce que je ne pense pas que dans 2 mois, il aura suffisamment des éléments pour une mise en commun qui mette toutes les parties d'accord. Et qui va être son successeur, c'est Ndayishimiye, les Burundais, ça va poser un problème. Hein. C'est un allié officiel. C'est un allié officiel. Un peu comme certains prêtres aussi. Les prêtres, on en discutera. Non, pas on en discutera. Lui, il est l'allié officiel. Non. Mais il y a certains prêtres qui sont des alliés d'un camp aussi. Non, l'église, on lui impute.
Non, lui impute pas, il y a des faits. Non, l'Église n'a pas fait le choix de rallier comme ça un camp en disant je suis de tel camp. Mais au moins, il prend un malin plaisir à exprimer sa haine contre un camp. Attendez, je vais vous répondre. Ndayishimiye est un allié. Donc, tous ces éléments-là vont peut-être encore nous prendre du temps. Bon, alors maintenant, le contenu. Par exemple, Félix Tshisekedi dit que le dialogue ne pourra se tenir à Kinshasa. Il sait que ça ne tiendra pas. Cette proposition, elle ne tiendra pas. Parce qu'il n'est plus le maître. C'est la capitale de la RDC. Attendez, pourquoi ça ne tiendra pas? Non, il n'est plus le maître du jeu. De quoi vous avez peur? Il n'est plus le maître du jeu. D'abord, d'ailleurs, il ne l'était plus depuis que sa délégation avait signé le premier communiqué conjoint à Doha. Dans la déclaration de principe, tout comme dans l'accord global pour une paix durable, Kinshasa y est représenté comme partie. On dit déclaration de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'F-123, entre parenthèses, les partis. Les partis s'engagent, les partis conviennent. Kinshasa est une partie et Tshisekedi l'a reconnu davantage à Luanda. Donc c'est une proposition à lui qui sera confrontée aux positions d'autres partis et puis finalement il va. Mais vous, au niveau d'ensemble, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est mieux? Non. Pourquoi aller toujours écrire l'histoire à l'extérieur? Attendez. Il ne s'agit pas d'aller écrire l'histoire à l'extérieur. Il s'agit de créer les conditions pour que ces dialogues se déroulent dans la paix. Déjà, ici, quand je me promène à Kinshasa, il y a des communes que j'évite, de crainte que je sois pris à partie par la force du progrès. Et vous le savez. Si je passe devant l'imité, je serai tabassé. Et vous voulez organiser les dialogues dans une ville comme celle-là. Moi, mon Québec, si je passe à la 11e rue, là, à pied, au Bétanga. Vous trouvez ça normal? Vous voulez organiser ça dans une ville comme ça, où il y a des gens qui font la loi en dehors du pouvoir établi. Vous trouvez, je ne prends que cet aspect-là, mais je m'arrête là. Donc c'est une proposition du régime qui sera confrontée aux propositions d'autres partis. Comme le reste, par exemple là, nous sommes favorables à la médiation SCC-Senko. Lui non, mais il y a certains qui se demandent, s'ils gardent une dent comme ça contre l'SCC et la Senko, surtout, notamment la Senko, alors ceux qui n'est pas encore disposé à dialoguer avec les Congolais. S'il doit d'abord montrer qu'ils sont partis au conflit. Je ne prends pas plus de la Senko. Non, mais alors, la Senko est comme le Burundi parti au conflit. Alors, pour nous, c'est un test. En tout cas, pour certains. Si c'est montre, vous testez le président Tshisekedi. Si se montre pas concilié envers la Senko. Lui aussi, vous teste. Il n'est pas, non. On n'est pas sorti de l'auberge, les amis. Il est encore dans les rancœurs. On n'est pas encore sorti de l'auberge avec ce dialogue. Il est encore dans les rancœurs. Donc, ils se testent. Ils sont encore au niveau où ils sont en train de se tester. Il est encore dans les rancœurs personnels. Non, je dis que c'est cela, c'est notre compréhension. Donc, c'est cela. Donc, nous allons travailler. Vous avez vu que la FCM23 a émis des réserves, mais nous pensons qu'il faut continuer à exercer cette pression pour y aller. Est-ce que ces réserves de la FCM23 vont être brisées ou vont trouver de réponse pour que la FCM23 vienne? Je ne sais pas. Vous voulez le voir avec vous autour d'une table, la FCM23? Donc, il y a l'opposition politique, armée, non armée. Attendez. Quand on parle déjà du format. A parlé avec Joao Lourenço, il a dit dialogue inclusif. Alors, si vous voulez, vous, dans votre compréhension, dire dialogue inclusif signifie moins AFCM23, c'est votre choix ici. Je vous le concède. OK. Donc, nous travaillons. On a remarqué que Sauvons la RDC est aussi un peu frileuse, en tout cas avec la dernière prise de position de Seth Kouni. On sait ce qu'il représente aujourd'hui dans la machine Sauvons la RDC. Donc il y a un peu tout ça, mais il faut y travailler. Sauvons la RDC, c'est la structure de l'ancien président. Il faut y travailler, il faut pousser pour que nous parvenions au dialogue, mais il y a encore du chemin à faire. Puisqu'on parle rapidement de l'ancien président qui serait actuellement à Goma, vous pensez que c'est une bonne chose ou c'est de la provoque? Je voudrais d'abord revenir sur l'Église quand vous dites. Rapidement. Il faut que les gens comprennent que l'engagement social de l'Église est une doctrine née au XIXe siècle avec le pape Jean XIII. Celui-ci, c'est Jean XIV, si je m'abuse. C'est cela, non? Oui, c'est une doctrine de l'Église avec des encycliques. Et particulièrement en République démocratique du Congo, l'Église est davantage engagée et ça ne commence pas d'hier, ça ne date pas d'aujourd'hui. Malula, on a connu son engagement, Mobutu l'avait contraint à l'exil, l'épreuve de force entre Etchou et Mouzé, et ensuite Etchou et Joseph Kabila, et Monsengo et Joseph Kabila. À l'époque, l'UDPS applaudissait quand Monsengo disait que ces résultats ne reflètent ni la vérité, ni la justice, l'imité. Bravo! C'est un engagement au nom d'une doctrine. Est-ce que vous savez que l'Église prend position sur les affaires de la société? On le sait, mais reconnaissez aussi que... Par exemple, qu'il y a une encyclique
de l'Église prise sous Jean XIV ici, une encyclique sur l'intelligence artificielle, la position de l'Église. Et d'ailleurs, attendez, vous ne savez pas ce que ça signifie, Jean XIV qui est là. C'est Jean XIV, non? Je voudrais vraiment être fixé. Vous savez ce que ça signifie? Il prend le nom. En fait, c'est pape ici. Et même favorable. J'ai vu de gens attaquer Fulgence Mouteba, Monseigneur, dans le réseau. Il se trompe. Lui, Jean XIV, est favorable à davantage d'engagement de l'Église. Pourquoi? En prenant le nom de Jean XIII. Dis là, c'est Léon XIV. Léon plutôt, moi j'ai dit Jean. Voilà, j'ai cherché, j'ai hésité. Merci Léon, à la réalisation. Voilà, merci. Léon XIII. En prenant le nom de Léon pour devenir Léon XIV, c'est qu'il s'engage dans la continuité de Léon XIII. Donc, il est favorable à cet engagement accru de l'Église dans les affaires de la société. Et donc, ça, c'est un point. Vous me posez la question. Donc, il s'agit d'un engagement de l'Église. On comprend qu'au Congo, ce qui est bon aujourd'hui, quand vous êtes dans la recherche de l'accession, ouais, vous applaudissez. Demain, quand vous êtes en responsabilité, cela est à réprouver. On comprend. Mais j'ai dit, Kabila à Goma, ce n'est plus un événement. Je voulais poser d'abord une question par rapport OK. Au prêtre de la Syncope. Peut-être Kabila, ça sera ma dernière question. Par rapport à cette histoire des prêtres, parce que ça devient récurrente. Et je reviens à la toute première question, ou l'une des premières questions que je vous posais. Est-ce qu'aujourd'hui, la faiblesse de l'Église maintenant, c'est pas le fait qu'ils ont en face quelqu'un qui le connaît mieux? Attendez. Quelqu'un qui a participé avec eux dans des combines à l'époque de Joseph Kabila. Quand il y avait le CLC, tous ces manifs, ça se constitue pas, ils connaissent. Qui mieux que Tshisekedi d'aujourd'hui peut dire qu'un prêtre est politique? Attendez. Avec Félix Tshisekedi et l'Église, tous ensemble, nous avons mené ici des actions contre le pouvoir de Kabila. Vous n'étiez pas témoin, vous n'avez pas vécu ça. Donc il les connaît mieux. Il est à même de dire qu'ils sont politiques. Non, vous posez une autre question. Je vous dis d'abord, vous n'avez pas suivi ici un secrétaire général de l'UDPS appelé Jean-Marc Aboun qui revendiquait les succès des manifestations du CLC? Vous n'avez pas suivi ça? Non, c'est 50-50. Ça, vous n'avez pas suivi. Hein? Ça, c'était la même église ou une autre catholique? C'est une autre. L'UDPS a revendiqué les succès des manifestations du CLC ici, du comité laïque de coordination. Ici, dans cette ville. Donc, c'est la réponse que je vous donne. Donc, une raison de plus pour dire que l'Église fait les frais de sa proximité ou d'une promiscuité avec les politiques. Non. Ils ont fait le frais maintenant. Je vous dis, c'est la réponse que je vous donne. Mais en tout cas, ils ont fait les frais. Il fait les frais de cette promiscuité qu'il a toujours eu avec les politiques. Attendez. Si vous amenez ça sur le terrain de la confrontation en disant faire les frais, c'est lui qui fait le plus les frais. C'est pas l'Église. C'est Félix Tshisekedi qui est le grand perdant. Il a tenté toute la manœuvre jusqu'à exercer des pressions. Ils ont exercé des pressions sur les nonces apostoliques pour qu'il amène Ambongo en audience chez lui. Et après, Ambongo s'est tué, l'Église n'existera pas. C'est ça le problème. Mais il y en a qui se sont tués. Et Félix voit voir que tout le monde se met au pas. Ceux qui étaient hier les ardents défenseurs des droits de l'homme, pour la plupart, ils se sont tués, ils ont rallié les régimes. C'est cela, en fait. C'est ce que Félix veut. Je peux vous citer ces gens-là qui ne sont plus si engagés, vous voulez que je vous cite? Non. J'aime pas trop citer un nom, mais donnez-nous deux, parce que moi, j'ai vu Jean-Claude Katende continuer de le dénoncer. Vous connaissez le combat que Paul Sapou a mené contre le régime Kabila. Moi, j'en sais quelque chose. J'ai été avec lui. Aujourd'hui, il a la tête de la Commission nationale des droits de l'homme. Il s'est tué dans toutes les langues. Félix en est content. Ça aide son régime. Au moins, à laver son image vis-à-vis de l'international. Il n'y a plus de rapport sur le droit de l'homme ici. Il s'est tué, là. Paul Sapou. Il allait, jusqu'aux assemblées des Nations Unies pour aller porter la voix des droits de l'hommiste anti-Kabila. Aujourd'hui, il s'est tué. Plus rien, plus aucun communiqué. Rien du tout. Je vous dirai davantage un jour. Georges Kapiamba, vous l'entendez encore? Il est souffrant, mais il a la tête d'une ONG. Il est Et en fait, c'est ça le problème. Le problème, de... ce n'est pas l'Église. Le problème, c'est qu'on est en face d'un régime qui veut caporaliser tout le contre-pouvoir. Tout le contre-pouvoir. Pourquoi? Parce que ils versent dans la corruption, ils versent dans la violation des droits de l'homme et personne n'a le droit d'élever la voix. C'est cela tout le problème. Vous vous rendez compte
des conditions dans lesquelles tel ou tel a été arrêté. Vous dites que nous sommes dans un état de droit? C'est le Félix Tshisekedi qui était hier le grand champion de l'état de droit? Les conditions dans lesquelles, je ne veux pas entrer. Comme aussi dans en les état détails. de guerre, hein. Non, attendez, Agressé en état, attendez, un état en guerre, hein. Il ne faut pas toujours oublier ça. Attendez, s'il vous plaît, faites attention en tant que journaliste. Les libertés ne peuvent être réduites que dans les limites prescrites dans la Constitution. En temps de guerre. Attendez, oui. En temps de guerre, vous devez d'abord proclamer la guerre et ensuite, c'est dans les limites prévues au terme de la Constitution que vous réduisez la liberté. Est-ce que, il y a une proclamation de guerre ici au nom de laquelle ces libertés peuvent être réduites? Elles ont été réduites quand? Qui nous a dit, nous a sorti les barèmes de cette restriction? Vous l'avez suivi, vous connaissez ces barèmes? En temps de guerre, on vous a déjà dit comment il faut se comporter? Donc, en temps de guerre signifie que les procédures légales pour amener quelqu'un à comparaître devant un magistrat ont changé. On peut aller prendre un père de famille à 4 heures du matin chez lui, l'extraire et le garder, le priver de visite de sa femme. Vous trouvez ça légal en temps de guerre? On va en tout cas parler. Même la guerre elle-même a des lois. Même la guerre a des lois. Mais là où il n'y a pas de guerre, mais davantage la loi existe. La guerre a des lois. On va terminer cette émission en parlant de quelqu'un qui lui-même a dû, il n'était pas présent, mais il a quand même fait face à la justice à distance, même pas par vision, mais à distance quand même, c'est de Joseph Kabila. Et je vous posais la question tout à l'heure de savoir, il se retrouve peut-être officiellement pour la deuxième fois serré, hein, il y est depuis à Goma, voilà. Moi je savais pas. Non, mais on se dit. Il y était déjà. Donc il peut aller à Goma. À Goma, il est plus en sécurité et à Kinshasa. Attendez. Donc il peut se rendre à Goma et pas venir participer à un dialogue à Kinshasa. Il s'y est rendu, ça lui a valu. C'est qu'il y a des pires pour un homme. Condamnation à mort. Mais Mike, attendez. Mais oui, je suis d'accord avec. Attendez, mais non, c'est plus un événement. Non, je dis, au moment où, 2 questions avant qu'on ne termine. Oui. Par rapport à Kabila. Et on va au dialogue, et c'est le timing que lui trouve le bon pour essayer. Non, attendez, le problème c'est celui-ci. Je pose la question et vous allez me répondre. Qui trouve le mieux pour essayer de révéler sa présence, selon vous, depuis plusieurs semaines, à Goma. Est-ce de la provocation? Provoquer qui? Mais c'est vous qui tombez justement. S'il y a provocation, c'est le régime qui tombe dans cette provocation. Deuxième question. Il faut pas en faire cas. D'accord. Deuxième question. Comment est-ce que vous trouvez... Attendez. Mais c'est vraiment ça. Provocation dans quel but? Non, c'était une question. Hein. Alors, en fait, il se moque du régime. Il sait que le régime... C'est la moquerie. Attendez. C'est même pas de la provocation en ce moment-là. C'est qu'il sait qu'ils sont épidermiques et pas réfléchis, quoi. Ils vont réagir juste puisque Kabila est là. Il a déjà été condamné à mort. Il faut plus parler de lui. On va parler parce qu'il fait partie. Il va être au dialogue, oui ou pas? Il faudra parler de lui. Il doit être au dialogue, oui ou pas? Oui, mais c'est ce que j'allais dire. La deuxième chose. La prochaine fois qu'il faudra parler avec lui, c'est quand on va vraiment ouvrir la voie. On venait tout à l'heure. Au dialogue. Mais sinon, laissez-le se balader. Non, on venait tout à l'heure de parler de Kinshasa qui n'offre pas, qui n'est pas un cadre propice de sérénité. Donc, Goma aujourd'hui l'est pour Kabila et pas Kinshasa. Goma, attendez. Kabila a décidé, lui-même, souverainement, en tant que Joseph Kabila, mari de Olive Lémé, père de ses enfants, il a dit, je vais à Goma. Mais ici, il s'agit de réunir les opposants. Donc, notre avis est aussi à écouter. C'est différent. Donc, un ancien président Kabila peut quitter Goma maintenant. Ouais, un ancien président qui estime qu'il est plus en sécurité dans une zone occupée que dans la capitale. Ça vous dérange pas? Mais ça lui a déjà valu la condamnation à mort. Et donc, c'est justifié. C'est plus un événement. Cette condamnation à mort. Il faut même arrêter d'en parler. Il faut le laisser se balader. Il faut donner l'information. Kabila est à Goma. Bon. Il faut donner l'information. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Moi, je n'ai pas compris. J'ai vu les réseaux sociaux s'emballer. Et puis, les bons du régime s'agiter. C'est un non-événement. Le grand problème, c'est d'arrêter la guerre. Elle coûte trop au pays, en termes humains, coûts humains, en termes financiers, un pays pauvre qui ne continue qu'à s'enfoncer. J'ai entendu Mouzito dire qu'ils vont débloquer 5 milliards de dollars pour cette guerre. Je me dis, dans l'état actuel des choses, c'est que vous allez mettre cet argent-là dans un tonneau de Danaïde. En une Ça minute, ne produira pas. Alors, il faut arrêter la guerre et aller vers la paix. Et résolument s'engager dans la voie de la paix. En une minute, le contenu de ce dialogue, on doit parler de quoi et quoi?
Quelles sont vos thématiques à vous? Non, La paix, c'est l'objectif final. Nos thématiques, les partis les présentera au moment venu. Je n'ai pas mandat pour le faire ici. Ça a été déjà présenté à d'autres occasions, en tout cas de manière succincte. Ça le sera davantage quand le moment sera venu, quoi. Donc c'est cela. Donc voilà. Donc, mais résolument, allons vers la paix. Nous avons, le gouvernement a essayé toutes les solutions. EAC, SADC, Samir et tout ça, Dilmi, arrêtez. Vous n'avez pas soutenu ce gouvernement à trop de force négative pour que ça ne marche pas, pour qu'à la fin puissiez obtenir ce dialogue. Vous allez soutenir un gouvernement qui opère en toute illégalité. Vous soutenez le pays, pas un gouvernement qui se bat contre un État. Un gouvernement. C'est une agression. Un gouvernement qui excelle dans la corruption. Qui se bat contre un autre État. Un gouvernement qui ruine les pays. Qui se bat je vous donne un petit exemple. Qui se bat contre un autre État, c'est une agression. Je termine par là. Je vous donne juste un petit exemple. En 2025, Félix Tshisekedi, pour lui seul, plus d'1 milliard de dollars dépensés. Pour la présidence, au départ, nous étions à une ligne budgétaire de moins de 500 millions de dollars. Ben, il a explosé son budget pour atteindre les milliards. En 2026, quand le projet de budget arrive, avant qu'il ne soit examiné à l'ECOFIN de l'Assemblée nationale, vous savez ce qui était prévu pour l'Office de route. L'Office de route est en charge de la réhabilitation, l'entretien de toutes les routes nationales. Vous savez combien de fonds étaient prévus avant que ça ne soit examiné à l'ECOFIN par le gouvernement de la République? 500 millions de francs congolais, autour de 200 000 dollars. Et vous voulez que moi, je soutienne un tel gouvernement? Et le problème avec le problème, Mike Moukeba, le problème aussi avec pour les faces du président, l'opposition, 200 000 dollars pour les routes congolaises. L'opposition congolaise n'arrive pas à faire le distinguo entre la gestion de Tshisekedi, qui peut être débattue, et l'agression dont fait face le pays. Et on vous le reprochera toujours. Ah oui, ok, d'accord. Alors, je vous concède, et je crois que ça, je ferai la grande concession. Nous allons fermer sur les yeux. Monsieur, on ne vous demande pas de fermer les yeux. Les ressources de l'État. Non, on ne vous demande pas de fermer les yeux, mais de faire une distinction. Entre le pillage des ressources de l'État. Il faut peut-être critiquer ce qui est pas bien géré, mais ne pas fermer les yeux sur l'agression dont est victime notre pays. Et c'est là où on vous reproche toujours, surtout vous d'ensemble. Vous parlez très peu de l'agression de notre pays. On va terminer. Je remarque qu'eux-mêmes, les champions en cette question-là, des dénonciations de l'agression, ils n'ont pas été incapables d'obtenir que mention soit faite dans l'accord qui est agression. Ils n'ont pas pu et ils ont signé. Merci. C'est par là que nous mettons un terme final. En tout cas, continuez.